quelque chose d'extraordinaire s'est produit le 7 mai 2026 et la majeure partie du monde ne comprend toujours pas pleinement ce que cela signifie. 3 navires de guerre américains ont traversé le tronçon maritime le plus dangereux de la planète. Et l'Iran, le pays qui avait bâti toute sa stratégie militaire de surface autour de ce détroit, a lancé une attaque coordonnée à vecteurs multiples contre 3 destroyers lance-missiles guidés de la marine américaine. Ces navires transitaient par le détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman. Et pas un seul navire américain n'a été égratigné. Pas un seul. Ce qui s'est produit ensuite, c'est la partie qui change tout. Parce que les États-Unis ne se sont pas simplement défendus avant de poursuivre leur route. Ils ont frappé profondément le littoral iranien et ont démantelé chirurgicalement l'architecture, même que l'Iran avait mis des décennies à construire pour dominer ce détroit. Bandar Abbas, l'île de Keshme, Sirik, Bandar Kamir, Minab, cible après cible, frappe de précision après frappe de précision. Et quand tout a été terminé, les commandants iraniens étaient assis dans le noir, leur centre de commandement en cendres, leur rampe de lancement de missiles détruite, leur système radar aveuglé, leur réseau d'alerte avancé complètement silencieux. Prenez un instant pour mesurer cela. L'Iran appelait autrefois le détroit d'Ormuz son arme ultime, le levier qu'il pouvait actionner pour prendre en otage toute l'économie mondiale. Le point d'étranglement par lequel transite environ 1/5 du pétrole mondial pendant des décennies, les stratèges iraniens ont rédigé des livres blancs, construit des villes souterraines de tunnels, positionné des SM de vedettes d'attaque et enterré des batteries de missiles côtiers. Tout cela reposait sur une promesse centrale. Si l'Amérique ou ses alliés poussaient trop loin, l'Iran pourrait fermer ce détroit et le choc économique qui en résulterait forcerait le monde à reculer. Cette doctrine est morte dans la soirée du 7 mai 2026. Et ce que vous allez entendre, c'est l'histoire complète, l'attaque, la riposte, les cibles détruites, la partie d'échec diplomatique qui se jouait en dessous de tout cela, et ce que cette opération américaine brutale signifie pour l'avenir de l'Iran, du détroit et de l'ordre mondial qui en dépend. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est produit, il faut comprendre exactement où cela a commencé et ce que l'Iran croyait en train de faire. L'USS Truxtun, désignation de coque DDG 103, est un destroyer lance-missiles guidé de classe Harley-Burke, l'un des navires de guerre les plus performants jamais construits. Derrière, lui se trouvait l'USS Rafael Peralta, DDG 115. La formation était protégée par l'USS Mason, DDG 87. Ce ne sont pas des patrouilleurs. Ce sont des navires de guerre valant des milliards de dollars, équipés du système de combat Aegis, de tubes de lancement vertical remplis de missiles standards, de systèmes d'armes rapprochés capables de tirer des milliers de coups par minute, et d'hélicoptères MH-60 Seahawk prêts à décoller à tout moment. Les 3 navires soutenaient le blocus naval américain de l'Iran, un blocus qui a effectivement étranglé le commerce maritime iranien depuis la mi-avril 2026. Et le matin du 7 mai, ils effectuaient un transit du détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman. Un mouvement stratégique de routine, une affirmation délibérée de la liberté de navigation dans les eaux internationales. L'Iran y a vu une occasion. Selon le communiqué officiel du CENTCOM publié jeudi matin, les forces américaines ont intercepté des attaques iraniennes non provoquées et ont répondu par des frappes d'autodéfense. Cela s'est produit pendant que les destroyers lance-missiles guidés transitaient par le détroit d'Ormuz vers le golfe d'Oman. Le 7 mai, les forces iraniennes ont lancé plusieurs missiles, drones et petites embarcations contre l'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason pendant que les navires de guerre traversaient le passage maritime international. L'armée américaine a confirmé qu'aucun navire américain n'avait été touché. Mais le langage froid et officiel d'un communiqué du CENTCOM ne peut pas saisir la violence de ce que l'Iran a réellement tenté. Ce n'était pas un tir d'avertissement. C'était pas une démonstration de capacité. C'était une tentative de destruction, une attaque asymétrique coordonnée et multidomaine. Elle était conçue pour submerger les défenses rapprochées américaines et couler ou neutraliser des navires de guerre valant des milliards de dollars dans la voie maritime la plus sensible de la planète sur le plan stratégique. La doctrine des gardiens de la Révolution en jeu ici porte un nom.
On l'appelle la défense mosaïque, parfois désignée comme doctrine d'essaimage. L'idée est brutalement simple. Si vous ne pouvez pas égaler la puissance américaine de façon conventionnelle, vous tentez de la submerger par le volume et le chaos. Des dizaines de petites vedettes d'attaque rapides fonçant à pleine vitesse à la surface de la mer, créant le chaos et forçant les systèmes défensifs à prendre des décisions de ciblage en une fraction de seconde face à plusieurs menaces simultanées. Ajoutez à cela des essaims de drones, des appareils kamikazes Shahed, bon marché et sacrifiables, plongeant depuis plusieurs vecteurs, pendant que des missiles anti-navires sont lancés depuis des rampes côtières dissimulées. La théorie veut que quelque chose finisse par passer, qu'un drone, un missile, une embarcation qui échappe au filet défensif suffisent à remporter une victoire de propagande et à prouver que les navires de guerre américains ne sont pas invincibles dans le détroit d'Ormuz. C'est le pari iranien depuis 20 ans. L'USS Mason, l'USS Truxtun et l'USS Rafael Peralta n'ont pas donné à cette théorie un seul point de données sur lequel s'appuyer. Les systèmes Aegis des destroyers ont suivi et engagé les menaces aériennes avec des missiles standards. Les systèmes d'armes rapprochés, dont le Phalanx CIWS, un canon Gatling de 20 mm guidé par radar et capable de tirer 4500 coups par minute, ont déchiqueté les drones pendant leur descente. Le président Trump a confirmé que les 3 destroyers américains avaient traversé le détroit d'Ormuz après avoir repoussé l'assaut iranien et que les navires américains étaient indemnes pendant que l'Iran subissait des dommages importants. Décrivant la réponse américaine aux attaques de drones, Trump a écrit que les drones étaient tombés vers l'océan, tout à fait comme un papillon tombant dans sa tombe. Des hélicoptères MH-60 Seahawk ont décollé des ponts des destroyers et ont traqué les vedettes rapides d'attaque des gardiens de la Révolution à leur source, éliminant la menace de surface avant qu'elle puisse se regrouper. L'ensemble de l'assaut iranien, missiles, drones, bateaux, a été absorbé et détruit. Puis la riposte a commencé. Parce que voilà ce qui distingue ce qui s'est produit le 7 mai de tous les échanges précédents entre les États-Unis et l'Iran dans ce conflit. Les Américains ne se sont pas arrêtés à l'autodéfense. Ils ont suivi la trajectoire de chaque missile, de chaque drone, de chaque embarcation jusqu'à son origine et ils ont effacé ces origines de la carte. Ce que le monde a vu dans la soirée du 7 mai n'était pas seulement un engagement défensif, c'était une opération chirurgicale méthodique et préplanifiée, clairement préparée bien avant que le premier missile iranien quitte sa rampe de lancement. La rapidité de la riposte américaine dit tout. Il n'existe aucun scénario dans lequel le CENTCOM identifie des cibles, coordonne des frappes aériennes sur plusieurs emplacements le long d'un littoral lourdement défendu, lance des avions depuis 2 groupes aéronavals, organise le ravitaillement en vol depuis les Émirats arabes unis et frappe 5 zones géographiques distinctes, tout cela en quelques heures après une attaque, à moins que ce travail de ciblage ait déjà été fait. Les Américains avaient déjà dessiné la carte. La provocation iranienne leur a simplement donné la justification juridique et stratégique pour agir. Passons exactement en revue ce qui a été détruit. Emplacement par emplacement, parce que c'est là que la véritable ampleur de ce qui s'est produit devient claire. La première cible était Bandar Abbas. Si vous comprenez un tant soit peu la stratégie navale iranienne, vous comprenez ce que signifie Bandar Abbas. Cette ville n'est pas simplement un port. C'est le cœur battant de toute la marine iranienne et le principal quartier général opérationnel des forces navales des gardiens de la Révolution dans le Golfe. Bandar Abbas est l'épicentre des opérations navales iraniennes autour du détroit d'Ormuz et avait été attaqué à plusieurs reprises lors d'opérations antérieures. Tous les grands navires de surface que l'Iran a exploités dans le Golfe, tous les réseaux de commandement et de contrôle coordonnant les essaims de vedettes rapides, tous les pipelines logistiques alimentant la machine de guerre asymétrique que l'Iran a déployée dans le détroit, tout passait par Bandar Abbas. Les installations militaires iraniennes ciblées par les forces américaines comprenaient plusieurs catégories. Des sites de lancement de missiles et de drones, des emplacements de commandement et de contrôle, ainsi que des nœuds de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. À Bandar Abbas, précisément, cela signifie que les batteries côtières de missiles antinavires qui scrutaient le détroit depuis des années ont été réduites au silence. Les systèmes de guidage et les réseaux radars coordonnant ces batteries ont été frappés.
Les centres de commandement depuis lesquels les commandants navals des gardiens de la Révolution dirigeaient l'attaque contre les 3 destroyers ont été réduits en ruine. La deuxième cible était l'île de Keshme. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement extraordinaire, parce que Keshme n'est pas ce qu'elle semble être à la surface. Keshem est la plus grande île iranienne du golfe Persique et abrite environ 150 000 personnes. Elle possède aussi une usine de dessalement de l'eau. Mais sous cette surface civile se trouve quelque chose de complètement différent. Keshem avait été systématiquement transformé en ce que des analystes militaires décrivent comme une forteresse flottante, une plateforme d'armement stationnaire déguisée en île. Des kilomètres de tunnels souterrains creusés sous le socle rocheux de l'île avaient été remplis au fil des années de missiles, d'infrastructures de lancement de drones et de caches d'armes. L'Iran a accusé les États-Unis d'avoir violé la trêve en ciblant des zones civiles sur l'île de Keshem et des zones côtières à Bandar Kamir et Sirik. Mais ce que le CENTCOM a réellement frappé à Keshem, ce sont les installations militaires que les gardiens de la Révolution avaient intégrées dans l'infrastructure de l'île. Des rampes de lancement de drones pour appareils kamikaze Shahed 136, des silos de missiles souterrains et des positions radars surveillant l'entrée orientale du détroit. Les médias d'État iraniens, par l'intermédiaire de Fars, ont rapporté que pendant l'échange de tirs, certaines parties de la zone commerciale du quai Bahman avaient été ciblées. Les médias d'État iraniens ont tenté de présenter cela comme une attaque contre des civils. Ce qu'ils ont soigneusement évité de dire, c'est que le quai Bahman avait été intégré au réseau logistique et opérationnel des gardiens de la Révolution précisément, parce qu'il offrait une couverture. La troisième cible était Sirik et la région côtière environnante. Cette zone abrite ce qui est probablement le maillon le plus récent et le plus important sur le plan stratégique de toute la chaîne défensive iranienne autour du détroit. La base navale Shahed Rabbani, ouverte en 2020, donnait aux gardiens de la Révolution une vue sur chaque navire approchant le détroit depuis l'est, du côté du golfe d'Oman. Elle fonctionnait comme la porte d'alerte avancée orientale de l'Iran. C'était l'installation par laquelle tous les renseignements concernant les navires commerciaux et militaires en approche étaient filtrés, traités et exploités. Priveur cette base de ses nœuds radars et de son infrastructure de renseignement n'a pas seulement affaibli la capacité de l'Iran à attaquer des navires. Cela l'a aveuglé. Chaque navire approchant le détroit depuis l'Est le fait maintenant sans que les capteurs iraniens le suivent en temps réel. Un haut responsable américain a confirmé que les forces américaines avaient aussi frappé le poste de contrôle naval iranien de Bandar Kamir à Minab. Minab, plus à l'intérieur des terres, le long de la côte à l'est de Bandar Abbas, était le 4e lieu de frappe confirmé officiellement par des responsables. Ce poste de contrôle naval servait de nœud de coordination reliant les actifs côtiers et extra-côtiers des gardiens de la Révolution. C'est le genre d'installation qui, une fois détruite, coupe la communication entre des unités dispersées et rend logistiquement impossible l'exécution d'attaques coordonnées à vecteurs multiples. Maintenant, arrêtez-vous et regardez l'ensemble du tableau. Bandar Abbas, le cerveau du commandement, l'île de Keshem, l'arsenal caché. Sirik et la base Shahed Rabbani, le réseau d'alerte avancé oriental. Bandar Kamir et Minab, le nœud de coordination. Chaque pilier du contrôle asymétrique iranien sur le détroit d'Ormus a été ciblé en une seule soirée. Ce n'était pas une simple riposte, c'était la démolition d'une architecture militaire. Les Américains n'ont pas frappé l'Iran au visage. Ils ont pris une masse et l'ont abattu sur les fondations de 40 ans d'investissement stratégique iranien dans cette voie maritime. Et la puissance aérienne qui a rendu tout cela possible est stupéfiante par son ampleur. Les trackers de vol en ligne ont enregistré au moins 5 avions ravitailleurs américains cassés, un 3-5 stratotankers décollant simultanément des Émirats arabes unis. Ces énormes avions ravitailleurs, chacun capable de transférer plus de 90 000 kg de carburant, ont tourné en boucle au-dessus du Golfe, créant ce qui était effectivement un pipeline de carburant flottant dans le ciel. Ils ont permis aux avions d'attaque de rester au-dessus de leur cible pendant de longues périodes, d'identifier et de réengager les objectifs avec précision plutôt que d'effectuer un seul passage rapide avant de se retirer.
l'USS Abraham Lincoln et les autres porte-avions, le George H.W. Bush et le Gerald R. Ford opéraient dans la région avec des avions de surveillance EDUSD Hawkeye opérant jour et nuit pour chercher au-delà de l'horizon. 3 groupes aéronavals, 3 aérodromes flottants, chacun capable de lancer simultanément des dizaines d'avions d'attaque. Des F, Addix-8 Super Hornet livrant des munitions de précision. Des EA, un 8G Growler de guerre électronique supprimant et aveuglant les systèmes radars iraniens, si bien qu'au moment où les opérateurs iraniens de défense aérienne ont compris ce qui se passait, les frappes étaient déjà terminées. Et au milieu de tout cela, des moyens militaires américains se déplaçaient avec une liberté d'action qui devrait terrifier n'importe quel planificateur militaire en Iran, parce que les Iraniens ont passé 30 ans à construire un réseau défensif précisément conçu pour refuser à l'Amérique cette liberté d'action. Ce réseau n'existe plus sous la forme où l'Iran l'avait construit. Trump a écrit sur Truth Social que les assaillants iraniens avaient été complètement détruits avec de nombreuses petites embarcations utilisées pour remplacer la marine iranienne entièrement décapitée et que ces bateaux avaient rapidement et efficacement coulé au fond de la mer. On pourrait rejeter le langage de Trump comme une inflation rhétorique typique, mais regardez le bilan opérationnel. L'armée américaine a détourné 50 navires opérant dans le détroit depuis le début du blocus naval le 12 avril. L'Iran a lancé des missiles, des drones et des bateaux contre des navires de guerre américains lors de plusieurs engagements, et les Américains sont sortis de chacun d'eux sans une égratignure. Pendant ce temps, l'Iran a perdu des vedettes d'attaque, des sites de lancement, des centres de commandement, des réseaux radars. Et maintenant, avec les frappes du 7 mai, l'infrastructure physique de toute sa stratégie de contrôle maritime dans la région d'Ormuz. Alors posez-vous la question que les commandants iraniens se posent maintenant dans ce qu'il reste de leurs centres opérationnels. Que faites-vous lorsque l'arme que vous pointiez depuis 40 ans sur l'économie mondiale vous est arrachée des mains ? Quel levier l'Iran possède-t-il réellement à la table des négociations lorsque cette table elle-même reposait sur la crédibilité d'une menace militaire désormais visiblement et à plusieurs reprises démantelée ? La réponse à cette question explique tout ce qui se passe en coulisses sur la voie diplomatique. Et c'est là que l'histoire devient encore plus lourde de conséquences. Voici la partie de cette histoire dont presque personne ne parle avec le sérieux qu'elle mérite. Pendant que les avions de chasse américains transformaient les installations côtières iraniennes en carcasses brûlantes, des diplomates travaillaient dans des arrière-salles à Islamabad, dans des halls d'hôtels à Genève, par des canaux diplomatiques chiffrés et lors d'appels téléphoniques urgents entre responsables pakistanais à Washington et à Téhéran. 2 guerres se déroulent simultanément en ce moment. La première est militaire et l'Amérique est en train de la gagner. La seconde est diplomatique et elle pourrait compter encore davantage. La voie diplomatique des prochains jours déterminera si la destruction du 7 mai était le point final d'une guerre qui se termine, ou simplement la première phrase de quelque chose de bien pire. Pour comprendre où en sont les choses aujourd'hui, il faut comprendre toute la trajectoire de ce qui a été tenté. Le 8 avril 2026, les États-Unis et l'Iran ont accepté un cessez-le-feu de 2 semaines dans le conflit sous médiation pakistanaise. Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a annoncé l'accord et les autorités à Islamabad ont décrété des jours fériés les 9 et 10 avril afin de faciliter les discussions à venir. Ce cessez-le-feu était censé créer une marge de manœuvre pour un règlement négocié sérieux. Au lieu de cela, il a produit un mois de tensions croissantes, de propagande concurrente et d'un fossé militaro-diplomatique si large que les 2 camps tirent maintenant l'un sur l'autre, tout en continuant d'affirmer simultanément que le cessez-le-feu est toujours techniquement en vigueur. Pensez-y un instant. 3 destroyers américains sont attaqués avec des missiles, des drones et des bateaux suicides. Les États-Unis frappent 5 emplacements le long du littoral iranien et les 2 gouvernements se tournent vers leurs caméras respectives pour dire « le cessez-le-feu tient ». C'est pas un cessez-le-feu. C'est une fiction maintenue parce que aucun des 2 camps n'a encore décidé qu'il était prêt à annoncer publiquement les conséquences de sa fin. Les pourparlers d'Islamabad se sont conclus le 12 avril après 24 heures de négociations qui se sont terminées sans accord. Les principaux points non résolus comprenaient le programme nucléaire iranien et le statut du détroit d'Ormuz, ainsi que l'allègement des sanctions et les actifs gelés.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que les parties étaient à 2 doigts d'un protocole d'entente et a accusé la délégation américaine de déplacer les lignes. La manière dont l'Iran a caractérisé ces discussions est révélatrice. Lorsqu'un pays se dit à 2 doigts d'un accord qu'il n'a pas signé, il signale simultanément de la flexibilité et se construit une excuse. Il dit à son public national qu'il a essayé, tout en laissant la porte ouverte pour blâmer l'Amérique si la guerre reprend. Ce n'est pas le langage d'un gouvernement confiant dans sa position. C'est le langage d'un gouvernement qui sait que son levier militaire s'érode à chaque frappe. La Maison-Blanche croit se rapprocher d'un accord avec l'Iran sur un protocole d'entente d'une page, un document en 14 points visant à mettre fin à la guerre et à établir un cadre pour des négociations nucléaires plus détaillées. Selon 2 responsables américains et d'autres sources informées du dossier, l'accord prévoirait que l'Iran s'engage à un moratoire sur l'enrichissement nucléaire, que les États-Unis acceptent de lever des sanctions et de libérer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés, et que les 2 camps lèvent les restrictions entourant le transit par le détroit d'Ormuz. Ce protocole d'entente d'une page, négocié par les envoyés de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, directement et par l'intermédiaire de médiateurs, est actuellement le document le plus important au monde. Non pas parce qu'il règle quoi que ce soit de façon permanente, c'est pas le cas, mais parce qu'il détermine si les 30 prochains jours seront consacrés à la négociation ou à l'escalade. Quels sont les principaux points de blocage? Ils sont énormes et il est essentiel de les comprendre. Le protocole proposé établirait une période de négociation de 30 jours pour discuter d'un moratoire sur l'enrichissement nucléaire iranien. Mais la durée d'une telle suspension reste contestée. L'Iran a proposé une interdiction de 5 ans, tandis que les États-Unis exigent un arrêt de 20 ans. Washington veut aussi une disposition qui prolongerait le moratoire si l'Iran viole ses conditions d'enrichissement. Et la Maison-Blanche exige que l'Iran promette de ne pas chercher à obtenir une arme nucléaire et s'engage à ne pas exploiter d'installations nucléaires souterraines. Pensez à l'écart réel entre ces positions. L'Iran offre 5 ans, l'Amérique exige 20 ans. Ce n'est pas un simple écart de négociation. C'est un gouffre philosophique sur le type de pays que l'Iran est autorisé à être. Toute l'identité nationale de l'Iran sous le gouvernement actuel repose sur l'idée qu'il a droit à un cycle complet du combustible nucléaire. Renoncer à cela, même temporairement pendant 20 ans, n'est pas simplement une concession politique. C'est une capitulation idéologique que les durs du régime iranien combattront avec tout ce qu'ils ont. 2 sources au fait du dossier ont aussi affirmé que l'Iran accepterait de retirer du pays son uranium hautement enrichi, une priorité clé des États-Unis que Téhéran avait jusqu'ici rejetée. Une source a dit qu'une option discutée serait de transférer le matériel vers les États-Unis eux-mêmes. Si cela est vrai, et c'est un grand si, cela représenterait la concession la plus spectaculaire que l'Iran ait faite dans toute l'histoire de son programme nucléaire. Transférer de l'uranium, hautement enrichi sur le sol américain, rendrait toute percée iranienne vers une arme nucléaire essentiellement impossible à court terme, parce que le matériel physique nécessaire ne se trouverait plus sur le territoire iranien. C'est exactement ce que l'Amérique veut. Et le fait même que cela soit discuté vous dit quelque chose d'important sur la profondeur avec laquelle la campagne militaire a remodelé le calcul diplomatique. Un responsable iranien a qualifié la proposition américaine davantage de liste de souhaits que de réalité, tandis que l'agence semi-officielle Tasnim a rapporté que l'Iran n'avait pas encore envoyé sa réponse au médiateur pakistanais, décrivant le texte comme contenant des clauses inacceptables. Mais voici la contradiction au cœur de la position iranienne actuelle. Ils qualifient les termes d'inacceptables. Ils n'ont pas quitté la table. Ils n'ont pas formellement rejeté le protocole d'entente. Ils sont encore, à ce moment précis, en communication par les canaux pakistanais, encore en train d'évaluer, encore engagés. Un gouvernement qui a véritablement décidé de continuer à se battre ne poursuit pas ces échanges autour d'un cadre de paix qu'il juge insultant. L'Iran fait ce que les États acculés ont toujours fait dans l'histoire. Il fait du bruit au sujet de la résistance tout en cherchant discrètement la sortie la moins humiliante possible. Les discussions entre les États-Unis et l'Iran sont médiatisées par le Pakistan avec des enjeux à l'ordre du jour
comme la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, les programmes nucléaires et balistiques de l'Iran, la reconstruction et les sanctions, ainsi qu'un accord de paix à long terme. Les discussions font suite à des dommages étendus aux infrastructures militaires et aux défenses iraniennes. Le rôle du Pakistan dans ce processus ne peut pas être surestimé. Islamabad porte un poids diplomatique énorme en ce moment, tout en gérant sa propre relation complexe avec Washington et en maintenant un accès de coulisses à Téhéran qu'aucun pays occidental ne possède. Une source pakistanaise impliquée dans les efforts de paix a déclaré à Reuters que les parties se rapprochaient, tandis que le ministre pakistanais des Affaires étrangères ajoutait que son pays travaille pour s'assurer que l'accord mène à une fin permanente du conflit. La crédibilité du Pakistan comme médiateur dépend entièrement de sa capacité à produire effectivement un accord, ce qui crée sa propre dynamique de pression sur Washington comme sur Téhéran pour donner aux diplomates pakistanais quelque chose avec quoi travailler. Puis est arrivé le 7 mai, l'attaque des gardiens de la révolution contre les 3 destroyers, et tout a encore changé à la table. Parce que ce que l'Iran a fait le 7 mai n'était pas une agression aléatoire. C'était une décision calculée des commandants, des gardiens de la révolution d'utiliser la force militaire comme signal de négociation pour démontrer à Washington que l'Iran avait encore des crocs, qu'il pouvait encore menacer des moyens américains et que tout accord devrait reconnaître la capacité militaire restante de l'Iran. Le problème, c'est que le signal a échoué de façon catastrophique, l'attaque n'a produit aucun dommage aux navires de guerre américains, la riposte a causé des dommages dévastateurs aux infrastructures militaires iraniennes, et la réponse de Trump, plutôt que d'être l'indignation d'un président forcé de réagir, a été glaçante par son calme. Trump a qualifié les frappes de petites tapes lors d'un appel téléphonique et a dit « Non, le cessez-le-feu continue, il est en vigueur ». Une petite tape, il a vu le meilleur assaut asymétrique iranien échouer complètement, a supervisé la destruction de 5 sites militaires iraniens en réponse, et l'a appelé une petite tape. Ce n'est pas seulement de la rhétorique, c'est un message à Téhéran sur la distance exacte jusqu'où l'échelle de l'escalade peut encore monter, et sur le nombre d'échelons que l'Amérique n'a pas encore gravi. Le département d'État a annoncé des sanctions contre 3 entités chinoises pour avoir fourni de l'imagerie satellite permettant à l'armée iranienne de mener des frappes contre les forces américaines. Ce détail enfoui dans le cycle de nouvelles est en réalité extraordinairement important. La Chine a discrètement fourni à l'Iran du renseignement de ciblage par imagerie satellite commerciale, une imagerie que les commandants iraniens utilisent pour suivre les mouvements des navires de guerre américains. La sanction publique de ces entités chinoises est une façon pour Washington de dire directement et ouvertement à Pékin que son soutien discret à l'Iran a été détecté, documenté et qu'il entraînera des conséquences. C'est pas une histoire secondaire. C'est un coup de semonce adressé à un public beaucoup plus vaste. Alors, où tout cela nous laisse-t-il ? Que signifie réellement le lendemain du 7 mai pour l'Iran, pour le détroit, pour l'économie mondiale et pour l'ordre mondial plus large qui dépend depuis des décennies du fonctionnement de cette voie maritime comme espace international ouvert ? Parce que c'est la question la plus importante et c'est celle à laquelle le cycle frénétique des nouvelles de dernière heure échoue constamment à répondre avec la profondeur qu'elle mérite. La destruction des batteries de missiles, des nœuds radars et des centres de commandement est visible et spectaculaire. Les conséquences qui découlent de cette destruction, les répercussions stratégiques, économiques et géopolitiques sont plus silencieuses, plus lentes et finalement beaucoup plus importantes. Commençons par le détroit lui-même. Lloyd's List Intelligence a rapporté qu'au 7 mai, le détroit était effectivement fermé, aucun transit n'ayant été enregistré depuis le 4 mai. L'Iran avait lancé une nouvelle autorité du détroit du Golfe Persique pour approuver les transits de navires et percevoir des péages dans le détroit d'Ormuz. Le fait que l'Iran tente d'installer un poste de péage sur une voie maritime reconnue internationalement est, en termes juridiques, totalement sans fondement. Le détroit d'Ormuz est un détroit international au sens de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Tous les navires y bénéficient du droit de passage en transit, peu importe toute déclaration unilatérale iranienne.
Mais la légalité et la réalité sont deux choses différentes lorsque l'entité qui contrôle les armes est prête à tirer sur les navires qui ne se conforment pas. Jusqu'au 7 mai, la volonté de l'Iran de tirer était suffisamment crédible pour tenir les navires à l'écart. Après le 7 mai, cette crédibilité a été fondamentalement brisée. Au 8 mai, les forces du CENTCOM avaient redirigé 57 navires commerciaux opérant dans le détroit depuis le début du blocus le 12 avril. 57 navires, des dizaines d'équipages, des mois de cargaison retardés. Les dommages économiques accumulés par cette fermeture dépassent largement la région du Golfe. Environ un cinquième du pétrole mondial transite habituellement par le détroit d'Ormuz. La fermeture de cette voie maritime a eu des conséquences importantes pour l'économie mondiale, les prix du Brent ayant chuté d'environ 11% à l'annonce de possible pour parler de paix, tandis que les contrats à terme américains West Texas Intermediate plongeaient jusqu'à 15% autour de 4,28 $ le baril. Lisez cela dans l'autre sens. Si la possibilité d'un accord a fait chuter les prix du pétrole de 11% à 15%, demandez-vous ce que la fermeture du détroit a fait au coût de l'énergie dans le monde au cours des semaines précédentes. Chaque point de pourcentage d'augmentation du pétrole brut est une taxe imposée à chaque économie de la planète. Chaque pétrolier incapable de transiter par Ormuz représente une rupture d'approvisionnement ressentie dans les raffineries au Japon, les centrales électriques en Corée du Sud, les installations industrielles en Europe et les stations-service au Pakistan et en Inde. Ce n'est pas une abstraction. La fermeture du détroit d'Ormuz est une blessure économique ouverte qui saigne dans chaque pays de la planète qui fonctionne au pétrole, c'est-à-dire tous les pays de la planète. Un troisième groupe aéronaval de la marine américaine et des dragueurs de mines supplémentaires se dirigeait vers le Moyen-Orient pour appliquer le blocus américain contre l'Iran et contester le contrôle du détroit d'Ormuz, avec environ 27 navires de la marine, soit environ 40, et 1% des navires de service activement déployés dans le monde, positionnés dans la région. Pensez à ce que ce chiffre signifie. L'Amérique a engagé près de la moitié de sa puissance navale déployée mondialement dans un seul théâtre. Ce n'est pas une posture défensive. C'est une déclaration d'intention stratégique. Les États-Unis ont décidé que le contrôle du détroit d'Ormuz valait tout le poids de leur puissance navale. Et ils ont déployé cette puissance en nombre suffisant pour rendre toute tentative iranienne de réaffirmer sa domination sur cette voie maritime non seulement difficile, mais suicidaire. Et l'Iran le sait. C'est la réalité centrale qui dirige tout ce qui se passe actuellement sur la voie diplomatique. Les commandants des gardiens de la révolution ne sont pas des hommes stupides. Ils sont idéologiquement engagés. Ils sont impitoyables. Et ils ont passé 30 ans à construire une architecture militaire précisément conçue pour combattre l'Amérique de manière asymétrique. Mais cette architecture vient de subir un coup catastrophique. Les réseaux radars sont éteints. Les rampes de lancement de missiles sont détruites. Les centres de commandement sont en ruine. Les vedettes rapides d'attaque reposent au fond de la mer. Trump a déclaré sur Truth Social que les assaillants iraniens avaient été complètement détruits, avec de nombreuses petites embarcations utilisées pour remplacer la marine iranienne entièrement décapitée, et que ces bateaux avaient rapidement et efficacement coulé au fond de la mer. La marine iranienne a été décrite par plusieurs responsables américains et analystes militaires indépendants comme ayant été largement neutralisée au cours de ce conflit. Ce qui reste est une force capable de harcèlement, pas une force capable de menacer sérieusement 3 destroyers de classe Harley Burke, opérant avec un soutien aérien complet de porte-avions. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré clairement que si l'Iran ne comprend pas qu'il a été militairement vaincu, il sera frappé plus durement qu'il ne l'a jamais été. Ce ne sont pas les mots d'une administration qui se prépare à faire des concessions. Ce sont les mots d'une administration qui croit détenir tout le levier. Son armée a déjà accompli le travail difficile de remodeler l'équilibre du pouvoir et elle attend simplement que Téhéran absorbe la nouvelle réalité. Elle laisse aussi entendre que la suite pourrait être beaucoup plus violente s'il ne signe pas rapidement l'accord. Rapidement, le choix du mot compte énormément. C'est pas une négociation ouverte indéfiniment, c'est une fenêtre qui se referme. Maintenant, considérez la réalité intérieure de l'Iran. Le régime à Téhéran n'agit pas à partir d'une position de force populaire. La dévastation économique causée par la guerre
les sanctions et maintenant la fermeture du détroit, qui a nui aux revenus d'exportation pétrolière de l'Iran autant qu'elle a perturbé l'approvisionnement mondial, a aggravé des années de dysfonctionnement économique préexistant. Le public iranien a traversé une révolution, une guerre de 8 ans contre l'Irak, des décennies de sanctions et maintenant un conflit militaire actif avec la plus puissante armée de la planète. La question de savoir combien de temps encore la population iranienne acceptera cela avant que la pression intérieure sur le régime devienne aussi dangereuse que la pression militaire extérieure est une question à laquelle aucun analyste occidental ne peut répondre avec certitude. Mais c'est une question que les dirigeants iraniens se posent chaque jour. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian et lui a dit que les attaques contre les infrastructures civiles émiraties et les navires près du détroit d'Ormuz étaient injustifiées, exprimant une profonde inquiétude devant l'escalade en cours. Macron a appelé les États-Unis et l'Iran à lever immédiatement et sans condition leurs restrictions respectives sur la navigation dans le détroit. L'Europe regarde cela avec une inquiétude croissante. La pression internationale sur Téhéran pour accepter un accord ne vient pas exclusivement de Washington. Elle vient de Paris, des couloirs de l'ONU, de chaque économie qui a vu ses coûts énergétiques grimper depuis la fermeture du détroit. L'Iran ne fait pas face à la pression américaine seule. Il fait face à une demande mondiale coordonnée de revenir à la table et de conclure un règlement qui rouvre la route de transit pétrolier la plus cruciale au monde. Ce qui se produira ensuite définira le Moyen-Orient pour une génération. Soit l'Iran accepte le cadre du protocole d'entente, se soumet au processus de négociation de 30 jours, s'engage à un moratoire sur l'enrichissement nucléaire et rouvre le détroit, acceptant au passage que sa dissuasion militaire a été brisée et que son levier est épuisé. Soit il ne le fait pas, et s'il ne le fait pas, ce qui suivra fera paraître le 7 mai, selon les propres mots de Trump, comme la petite tape qu'il prétendait que c'était. Les États-Unis n'ont pas 3 groupes aéronavals et 40 et 1% de leur puissance navale mondialement déployée assis dans le Golfe parce qu'ils ne savaient pas où les mettre ailleurs. Ils les ont placés là pour une raison. Le détroit d'Ormuz a toujours été l'endroit où la grande stratégie d'Iran et la puissance mondiale de l'Amérique se rencontraient face à face. Pendant 40 ans, l'Iran a cru que le détroit était le grand égalisateur. Le fait géographique qui donnait à une puissance moyenne, affaibli par les sanctions et isolé régionalement, la capacité de tenir toute l'économie mondiale en joue et de forcer des concessions d'adversaires beaucoup plus puissants qu'elle. Le 7 mai 2026 est la date où cette stratégie s'est officiellement effondrée. Les rampes de lancement ont disparu, les yeux radars sont aveugles, les vedettes rapides sont au fond de la mer, et 3 destroyers américains naviguent dans le golfe d'Oman sans une égratignure, dans des eaux que l'Iran jurait contrôler. La question maintenant n'est pas de savoir si l'Iran a perdu le contrôle du détroit d'Ormuz. Il l'a perdu. La question est de savoir si les hommes à Téhéran sont prêts à l'admettre avant que l'Amérique décide de rendre cette perte encore plus permanente et plus complète. Cette décision est l'horloge qui tourne vers elle et l'histoire la plus lourde de conséquences au monde en ce moment. Et vous devez la surveiller de près, parce que ce que l'Iran décidera dans les prochaines 24 à 48 heures enverra des ondes de choc dans chaque marché pétrolier, chaque canal diplomatique et chaque quartier général militaire de Washington à Pékin. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt